J'adore les fossiles et je me suis toujours demandé comment on en trouve. Si c'est aussi votre cas, vous allez être servi, parce que je vous emmène sur le terrain avec un spécialiste, qui guide aujourd'hui un groupe d'amateurs. Encore mieux, vous pourriez être les prochains à l'accompagner. Installez-vous, on va apprendre plein de choses. Salut, moi je suis géologue spécialisé dans la recherche de squelettes de dinosaures. Et aujourd'hui on se trouve ici à Holzmaden, en Allemagne, qui est un site mondialement connu pour les exceptionnels squelettes de reptiles marins qu'on y trouve. Alors on va aller sur le terrain, voir si on trouve des squelettes, ou au moins on peut espérer trouver des ammonites. Et puis après on ira visiter le musée, où on verra le meilleur du meilleur qui a été trouvé au cours des 150 dernières années. Aujourd'hui on va chercher des fossiles et pour ça on est dans une carrière qui est remplie de fossiles. Il faut juste savoir comment chercher et ça tombe bien parce qu'on est accompagné par Jean-Philippe Blouet qui est un expert dans ce domaine. Du coup je le vois qui est là-bas, on va aller l'embêter un petit peu. Dis-moi pourquoi ça fait des bornettes comme ça sur le bord? Est-ce que c'est parce qu'on est dans Minecraft? Non, alors ça c'est complètement naturel. C'est parce qu'ici il y a des fractures qui sont alignées toutes dans une même direction à intervalles réguliers. Tous les 5 mètres il y a une très longue fracture qui parcourt toute la roche. Et donc dans l'exploitation en fait c'est naturellement fracturé et ça facilite beaucoup l'exploitation de la carrière. Et quand tu as un gros squelette, je te garantis que le fait que ça vienne en plaque comme ça c'est réellement hyper utile, quoi. C'est incroyablement rectiligne, c'est vrai que c'est spectaculaire. Il y a des millions d'années, la région de Holzmaden était au fond de la mer. Avec la dérive des continents, ça a changé. Et l'exploitation de cette carrière a révélé des couches inférieures propices à la découverte de fossiles. Alors ça va quoi par ici? Bah là on va commencer à creuser là, donc une minute on va s'y mettre. Il faut déjà déblayer le terrain puis après on va cliver les plaques. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette couche ici? Bah des ammonites, on va passer à travers plein d'ammonites, ça c'est sûr. Des petits bivalves qui vivaient sur le fond. Et le top qu'on puisse espérer évidemment c'est un vertébré, quoi. Un squelette d'ichthyosaure, ça c'est toujours le top. Ça peut arriver, quoi. C'est peu probable sur une petite surface comme ça, mais ça peut arriver. Et c'est aussi beaucoup plus difficile à trouver. Bah c'est plus rare, après vu que c'est plus gros qu'une ammonite, moi je le verrai en tout cas. Ça se voit surtout en section. On va pas ouvrir la plaque avec l'ichthyosaure qui nous regarde les yeux dans les yeux, mais on verra l'os sectionné, ça fera une zone blanchâtre, rosée, qu'on arrivera bien à reconnaître. Petite surprise pour ma part, entre les plaques c'est visqueux. C'est la première fois qu'on cherche des fossiles, forcément on sait pas trop où donner de la tête. Alors il commence par nous montrer les techniques adaptées pour qu'on puisse se débrouiller ensuite tout seul. Donc il y a deux options pour retirer là ce qui est dessus. Soit on prend la plaque comme ça et après à l'atelier avec un percuteur on la sort, ça viendra très bien. Soit on clive et ça sort direct dessus. Ici dans les ammonites on a plutôt l'habitude d'essayer d'ouvrir directement dessus. Ouais. Bon elle est pas mal, hein. Donc ça c'est pas moi qui l'ai cassé là, tu vois là. Là ça c'est moi, ok. Mais le trou ça c'est pas moi ça. Ça elle s'est faite bouffer aussi celle-là. Je vous dis il y a 15% qui se sont fait attaquer. Là, si tu imagines la bestiole vivante, là, elle a ses petites tentacules. Donc du côté là elle peut voir ce qui se passe, elle peut se défendre. Par contre si tu veux l'attaquer, tu vas l'attaquer du côté là. Et donc il y a des statistiques qui ont été faites sur ces trous dans les coquilles d'ammonites. Et il y a presque 15% des ammonites ici qui ont un impact à l'opposé de l'ouverture. Donc c'est pas du tout un hasard, c'est vraiment toujours localisé là. Et on pense que c'est une trace d'attaque de calamar. Ici vous avez les viscères à l'intérieur qui vont à peu près jusque là. Donc il attaque juste derrière et hop, il peut la manger tranquillement. Pendant que l'autre elle se débat avec ses tentacules, quoi. Donc on pense que c'est ça. Et en tout cas tu en as la preuve là. Sur celle-ci c'est bien net, hein, que c'est pas un arrachement, c'est pas un éclat fortuit. On voit bien qu'elle est complète et qu'il manque un trou, quoi. Tu me recherches. Ah. Ça c'est vraiment de la fouille aux fossiles comme j'ai jamais fait, quoi. Les glaces sur le terrain. C'est vrai qu'en plus dans la région, par ici, où est-ce que tu veux qu'il aille vendre ces glaces? J'avoue que c'est surprenant. Quand je pars en tournage, j'ai aussi l'habitude des environnements qui sont bien loin des marchands de glace. Et pourtant cette carrière est idéale pour apprendre à chercher des fossiles. D'ailleurs, tout le groupe en trouve, même les plus jeunes. Pour extraire des plaques de bonne taille, il faut dégager la surface. C'est du travail, mais ça permet de sortir des grandes ammonites avec un peu de patience. Donc là, vous en avez détouré une grosse. Ouais, elle doit être là, elle est dessous, là, quelque part, là. Je crois qu'il est enterré là-dedans, ouais, elle est juste en dessous de ça. Okay. La journée. C'est surtout la taille de la monite qui est intéressante par rapport à ce qu'on trouve d'habitude. Ouais. Et de l'autre côté, en recto verso, tu l'as.
Donc là, il faut réduire la plaque. Donc bah là, c'est un peu, c'est risqué quoi. Ou on l'a fait comme ça et vous la faites à la scie chez vous, ou on tente de réduire la plaque. Et en fait, c'est son empreinte hein, qui est là-haut. Donne voir le bloc là-haut. Ça, ouais. C'est elle, ça. Donc dans de très rares cas, il peut arriver qu'il y ait des poissons qui soient allés se loger dans la coquille, qui sont morts dedans. Donc ça arrive de trouver des poissons dans l'ammonite. Et donc ça, c'est encore plus exceptionnel. Ah ouais, là, ça, ouais, j'en ai jamais trouvé personnellement. Bon, du coup, on l'a réduit celle-là ou quoi? Mais elle va péter quoi, c'est ça qui me fait peur, c'est que ça va mal casser. Mais... Est-ce que ça se recolle ça après? Non, parce qu'une fois recollé c'est moche, c'est comme une fois que ça pour le coup, une fois que c'est cassé c'est assez Sinon moche. on l'emmène comme ça. Hein. Sinon vous l'emmenez comme ça, je vous laisse la responsabilité de... C'est elle qui l'a trouvé, tu vois, t'as tout plein d'ammonites juvéniles qui sont en tas, et tu vois, il n'y en a pas autour, donc on va savoir pourquoi, est-ce qu'il y a... Il y a un tas à regrouper, un endroit comme ça, mais il s'est clairement passé quelque chose. Là, tu as une seule espèce avec des juvéniles de cette espèce-là qui sont tous morts ensemble. Donc elle a bien cherché, elle a bien trouvé. Ouais. Tiens. Les ammonites, elles sont assez faciles à trouver. Il faut juste venir avec un marteau et un burin. Et assez rapidement, on arrive à en dégager. Le challenge, c'est de ne pas les casser parce que, mine de rien, ces roches, elles sont assez fragiles. Et en cherchant correctement, on peut trouver des dents de poisson, voire des mâchoires de poisson ou un petit peu plus. Mais pour ça, il faut observer un peu plus. Ok, personne n'a trouvé de coprolite, c'est-à-dire de crottes fossilisées. Je vais essayer d'aller en trouver une. Ah, il y a des trucs un peu marrants, quoi. Les fameux coprolites, il y en a au musée qu'on visitera plus tard. C'est intéressant parce qu'ils peuvent contenir des indices sur le régime alimentaire de leurs producteurs, entre autres. On sent les années de pratique de Jean-Philippe. Il sait quoi chercher et avec un œil aussi affûté, il va sûrement se réincarner en aigle. En quelques minutes, le voilà en possession d'un petit butin. Je trouve une mâchoire de poisson avec des belles dents, là. Là, Parce que ça t'a même pas pris une minute. une mâchoire de poisson. Dans un banc calcaire bien laminé, il y a plus de poissons dans ce faciès-là. On le voit bien. Hein. Tu vois, ces choses-là qui ressemblent à des ailes de papillon, c'est ce qu'on appelle un apticus. En fait, ça, c'était, il y avait un opposé symétrique à ça donc, quand c'était vivant. Donc il y avait deux formes de harpe comme ça. Et c'était l'opercule qui fermait l'ouverture des ammonites. Il y a d'autres gros, ça c'en est un gros, ça c'est un gros apticus, donc voilà, c'était l'opercule d'une assez grosse ammonite qui fermait l'entrée. Donc quand genre c'est quand elle dort qu'elle referme son... Alors je sais pas parce que j'étais pas là pour le voir, mais on sait même pas trop en fait quelle est la fonction exacte de ce fameux apticus. On se demandait si c'était pas des mâchoires de l'ammonite parce que c'est une des rares parties dures dans ce corps mou. Donc il y a toujours une discussion, est-ce que ça sert à fermer l'ouverture de l'ammonite, est-ce que ça fonctionne comme un opercule ou est-ce que c'est des mâchoires qui lui servent à broyer les petites particules que mangent les ammonites? Et vu que c'est impossible d'en retrouver une complète avec les tentacules et tout ça, on ne pourra jamais savoir en fait. Bah, en fait récemment on a trouvé des viscères internes dans une ammonite. Mais on sait qu'il y a des restes de matière organique là-dedans, mais ça reste assez difficile d'identifier les organes, parce que tu as une masse à l'intérieur de la coquille d'organes. Mais on n'a jamais trouvé un fossile d'ammonite avec les tentacules clairement dessinés à la sortie de la coquille. Parce que ça se décompose trop vite, mais d'un autre côté, on trouve régulièrement des fossiles de calamars aussi avec les tentacules. Et pourtant, il n'y a pas de raison que des tentacules de calamars résistent plus vite, résistent mieux à la décomposition que des tentacules d'ammonite. Donc peut-être que les ammonites, quand elles mouraient, le fait qu'elles aient une coquille qui leur permettait en partie de flotter, peut-être qu'elles flottaient un certain temps et qu'à ce moment-là, les tentacules se dégradaient avant que la coquille tombe au fond, alors que les calamars tombaient plus vite au fond. Tu vois ce petit point brillant losangique qui ne ressemble pas à grand-chose, c'est très brillant et ça c'est une écaille de poisson. En fait ce qui la caractérise c'est que c'est super brillant. Quand la sédimentation est lente, on trouve des petits débris de poissons. Pour qu'un spécimen entier soit fossilisé, il doit être enseveli rapidement. Il y a des très bons exemples au musée. Et même s'ils font pas 12 mètres de long, c'est quand même incroyable de se retrouver face à des animaux aussi anciens. On emballe nos ammonites pour les transporter, et une surprise nous attend. Bon, comme promis, j'ai trouvé une dent. Elle est pas énorme, mais elle est quand même pas mal, donc si vous voulez venir voir... Tiens, si vous voulez la prendre... C'est une dent de quoi? C'est une dent probablement d'un gros ichthyosaure qu'on appelle Temnodontosaurus, qui a des dents très larges comme ça.
Vous voyez les stries? Ah ouais. Tiens, vous pouvez la prendre, je vais la sortir de la plaque, après tu peux la regarder. Tu vois comme c'est brillant? On est d'accord, Tu vois les stries? elle vient une couche supérieure à celle-là. Non, elle vient, là, je l'ai ramassée par terre. Ça vient à un niveau avec plein de petits débris de poissons. Je sais, oui, c'est souvent là-dedans qu'il y a des trucs. Les ichthyosaures, c'est une des spécialités de Jean-Philippe. On le suit au musée d'Holzmaden, où il va nous parler plus en détail de ces énormes créatures, disparues depuis 90 millions d'années. Alors là, ce que vous voyez, ils se sont donné la peine de reconstituer la succession des strates telle qu'elle est dans la carrière. Donc ils ont dû passer un moment, vraiment faire ça banc par banc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la mise en place de ces fameux schistes. Donc en commençant avec la couche d'en dessous. Donc ça, c'est du sédiment marin beaucoup plus standard. Ça, on est avant le schiste. Vous voyez que c'est pas schisteux. C'est homogénéisé par tous les organismes qui vivaient dans le sédiment. Il y a des belemnites, c'est pas une roche spécialement remarquable. Il n'y a pas de grande population d'ammonites ou de fossiles spéciaux. Cailloux normal, quoi. Rien d'exceptionnel. Et là-dessus, il se passe quelque chose. On passe à des niveaux qui sont stratifiés, on voit bien les lamines. C'est hyper homogène. Et donc il y a plus grand monde qui vit sur le fond. Et on a là, dans la première couche de la base, on a des squelettes d'ichthyosaures avec la peau. Donc là, vous avez un squelette original de bébé ichthyosaure avec les contours de la peau. Et ici, ça c'est extrêmement rare, j'en ai jamais trouvé, une belemnite avec les restes corporels et les traces décrochées au bout. Bon, on va voir des fossiles maintenant parce que c'est joli, un musée pour discoter, mais on vient quand même pour voir des fossiles. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est des originaux. Il n'y a que des vrais ici. Donc celui-là, il est fameux parce que ça, c'est une femelle enceinte. Il y a un fœtus qui est sorti. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment elle est morte en couche ou pas? Il y a un autre spécimen qui doit être au musée de Stuttgart où on voit le petit en train de sortir. Alors est-ce qu'elle est morte en couche avec le petit qui était bloqué en train de sortir? On ne sait pas trop. Et puis là, pourquoi est-ce qu'il y a un petit qui est juste à côté de la mère? Enfin, s'il était sorti, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? Pourquoi il est mort? Donc l'idée, il y en a certains qui pensent qu'une fois que le cadavre est en train de pourrir, qu'il y a le ventre qui pourrit, quoi, il y a des gaz de putréfaction qui expulsent le petit qui serait sorti donc post-mortem. Et ça, c'est vraiment qu'ici, hein. Autour de Holzmaden, il y a beaucoup de femelles ichthyosaures avec des embryons. À 100 km d'ici, on n'a jamais trouvé un seul avec les embryons. Donc malgré que l'environnement semble assez homogène, qu'on était loin des côtes, que le fond de la mer c'était le même partout, qu'il n'y avait pas grand chose à voir, il y avait quand même quelque chose d'intéressant pour les femelles ici. Bon là, le fameux Tenonothosaurus, donc je pense que là-dedans que j'ai trouvé, ça vient de ça, parce que lui a des dents très larges et très coniques. Il y a des masses noires dans le corps, hein, ça c'est de la matière organique, des viscères. Tu l'as d'ailleurs toi Guillaume là-dedans? Oui, c'est aussi dans ça. Ok, bah on va la sortir. Non, alors j'ai trouvé qu'une seule dent, donc on va la donner au Benjamin du groupe. C'est qui le plus petit du groupe? Donc ok, bon bah du coup tu gagnes la dent d'ichthyosaure qui est probablement le capuchon de cette bête-là. Ouais, c'est assez rare quand même, hein, tu vois, il n'y en a pas beaucoup de 5 ans et demi qui trouvent ça à Holzmaden. Donc il y a plein de questions sur le mode de vie de ces bêtes-là. Et en fait, quand on réfléchit, c'est assez rare que la vie invente des modes de vie ou de déplacement complètement nouveaux, quoi. Finalement, le dauphin, l'ichthyosaure, bon, ça reste quand même un peu la même stratégie. Alors que ça, il n'y a aucun équivalent moderne d'un animal avec un gros corps, 4 nageoires de la même taille et un long cou comme ça. Donc ce qui ressemblerait le plus, c'est une tortue qui a 4 nageoires, mais il y a quand même les 2 nageoires avant qui sont plus fortes en général. Alors que là, les 4 ont vraiment la même force et sûrement pas avec un cou comme ça. Donc il y a plein de gens qui se sont amusés à faire des théories de comment ça pouvait nager, ça. Donc c'est les fameuses théories du vol aquatique. Hein. Donc il y a plein de combinaisons possibles. Et puis on imagine, on voit qu'ils ont des petites dents très pointues. Si vous comparez au méga chicot du Tenonothosaurus là-haut, le Tenonothosaurus, lui, il est fait pour broyer un autre ichthyosaure, donc il a des dents très larges pour casser des os. Lui, il a des dents très effilées pour embrocher des sardines avec sa petite tête qu'il allait attraper de façon agile. Après avoir creusé nous-mêmes, on apprécie d'autant plus les pièces exposées dans le musée. Vous l'avez vu, quand on cherche des fossiles, on casse dans la roche. Et même pour les petits spécimens, on n'a jamais l'animal en un seul morceau. Il faut au minimum voir un os en section pour remarquer la présence d'un fossile. On remarque bien sur ceci que les éléments ont été rassemblés façon puzzle. Pour arriver à un squelette exposable, il faut travailler pendant des semaines, voire des mois dans un atelier, pour dégager minutieusement la roche qui l'entoure. On va sûrement en parler dans une prochaine vidéo. On pourrait se dire qu'en 150 ans de fouilles dans la région, on en sait déjà beaucoup sur le mode de vie de toutes ces espèces disparues.
Mais il y a toujours la possibilité d'une nouvelle découverte exceptionnelle. Et même pour les espèces connues, plus on trouve de squelettes, plus on peut affiner les théories existantes. Par exemple, grâce à d'éventuels résidus dans les estomacs, des blessures. Souvenez-vous tout à l'heure, quand on a parlé des traces en forme de V sur les ammonites. Il a fallu en collecter beaucoup et faire des statistiques pour arriver à la théorie de la morsure de calamar. Vous l'aurez vu, la journée a été riche en découvertes. Et comme je vous le disais au début, Jean-Philippe organise plein d'activités autour des fossiles auxquelles vous pouvez vous aussi participer. Le lien vers son site web est dans la description, vous y trouverez plus d'infos ainsi que ses coordonnées. Si jamais vous découvrez cette chaîne, j'explore souvent des lieux abandonnés et insolites, en tâchant toujours de ramener des histoires et des anecdotes. Dans les temps qui viennent, pour varier les plaisirs, je prévois de tourner davantage de rencontres avec des passionnés, et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Et ben voilà, on a tous passé une super journée je crois, on a trouvé beaucoup de fossiles, les petits comme les grands, on a appris plein de choses, il y avait une super bonne ambiance. Donc si vous voulez nous accompagner pour notre prochaine chasse aux fossiles, n'hésitez pas à nous contacter.